Merci, professeur. Tout d'abord, je tiens à remercier le bureau de l'ASMEDIAN pour la qualité d'organisation et pour les thèmes choisis actualisés dans l'intelligence artificielle en endocrinologie. Le thème que je vais aborder aujourd'hui vers une collaboration machine-humain. Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler l'intelligence artificielle. On en a parlé aujourd'hui. Alors, c'est une science informatique qui va mimer le comportement humain. Alors, on a trois tranches, je vais dire, qui sont utilisés en endocrinologie. On a le machine learning, ce n'est pas vraiment une intelligence, c'est juste des calculs, c'est des mathématiques. On donne des datas, on donne des données, et là on a des calculs, et à partir de ces données partant, on aura des prédictions, une prévention de quelques maladies. Et on a le deep learning, c'est l'apprentissage, et là c'est plus intelligent que le machine learning. Alors pourquoi? C'est par exemple, c'est les photos qui sont analysées par des algorithmes pour donner une idée sur la quantité de glucides et gérer, comme ce qu'on a vu ce matin avec le professeur Haraj, avec l'application de Smart Bolus, qui va essayer de calculer les bolus selon les glycémies. Et puis, on a le Digital Twin. C'est quoi? C'est un jumeau qui va ressembler au patient sur lequel on va essayer d'introduire des médicaments ou bien de poser un diagnostic ou bien de voir le pronostic. Même, on peut pratiquer une chirurgie pour voir la réponse sur la personne réelle. Alors, plusieurs domaines en endocrinologie de l'intelligence artificielle, l'objectif c'est quoi? C'est de diminuer la morbimortalité, aussi réduire les coûts de soins et alléger la charge de travail des prestataires de soins. Alors, je vais juste donner un exemple de Digital Twins. Je vais commencer par le jumeau. Alors, c'est quoi? On va reproduire une personne selon une patient. On va reproduire un jumeau selon l'ADN, les cellules, les génétiques, les organes. Et puis, on va essayer d'imaginer que c'est la vraie personne, que c'est le vrai patient. Et on va essayer des médicaments pour prédire justement la réponse. Alors, il y a une étude en diabétologie qui a montré justement l'intérêt de ce digital twin en diabétologie en matière de nutrition de précision. Et là, ils ont essayé chez des patients, ils ont créé des twins et puis ils ont trouvé comme quoi ça a permis de diminuer l'hémoglobine glycée à peu près de 2%, une perte de poids de 6% et diminution de la résistance à l'insuline à peu près de 50% et aussi diminution de temps qui est passé en hypoglycémie et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle au digital twins. Alors après l'étape de l'intelligence artificielle, pour avoir un algorithme, ça passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, c'est la conception, c'est l'idée. Par la suite, on doit donner des datas pour justement avoir des algorithmes qu'on va entraîner sur des datas et des patients. Et par la suite, on a besoin de valider. Après la validation, c'est là qu'on va commencer à tester pour adopter. Et c'est après l'adoption qu'on doit encore évaluer. En fait, c'est un processus continu. Et à la fin, on va retenir que 5% de tous les algorithmes qu'on a proposés au début. Alors, comment cette intelligence artificielle est appliquée en endocrinologie? Aujourd'hui, on a vu l'intelligence artificielle, le déclin cognitif, intelligence artificielle, éducation thérapeutique. On a vu pas mal d'aspects d'intelligence artificielle en diabétologie. Là, je vais essayer de faire le tour rapidement parce que j'ai pas suffisamment de temps pour détailler tous les algorithmes, mais on va essayer de faire un tour sur l'endocrinologie. Je vais commencer par la thyroïde. Alors, en matière de thyroïde, les domaines d'application, on a soit le nodule, le cancer et les maladies auto-immunes ou bien les thyroïdites auto-immunes. Les nodules thyroïdiens, il y a déjà des algorithmes qui sont validés. On va voir ça demain. On a une communication concernant l'intelligence artificielle en nodule thyroïdien. Et puis, on a des algorithmes en matière de cancer thyroïdien qu'on va voir par la suite. Alors, pour les nodules thyroïdiens, on a des algorithmes qui vont permettre de stratifier les nodules thyroïdiens à partir de l'échographie et de prédire la mutation BRAF à partir des images échographiques. Et il y a même des applications, des algorithmes qui ont été approuvés, qu'on va voir demain, que je ne vais pas détailler. Et puis, on a même un algorithme qui va permettre d'interpréter la cytologie sans avoir recours à un anatomopathologiste. Mais par la suite, c'est l'humain, bien sûr, qui va valider. Mais là, on a cette application, bien cet algorithme qui va analyser cette cytologie. Et puis, on peut prédire la malignité en se basant sur des tests moléculaires. Tout ça, c'est pour aider l'humain, pour réduire le nombre de cytoponctions inutiles et éviter les chirurgies lorsqu'on a une zone borderline grise, notamment dans les bêta-4. Alors, par la suite, en matière de cancer thyroïdien, l'intelligence artificielle a permis de diagnostiquer et prédire les métastases, mais ce sont des algorithmes qui sont toujours en cours de validation et ils n'ont pas encore été adoptés. Vous avez vu, ça passe par plusieurs étapes avant d'adopter ces algorithmes. On a aussi des algorithmes qui ont permis de prédire la réponse
au traitement, les complications post-opératoires, le pronostic et le risque de récidive, ainsi que la survie chez les patients avec des métastases à distance, et aussi prédire la qualité de vie. Évidemment, ça va aider l'humain, l'endocrinologue, à personnaliser le traitement en cas de cancer thyroïdien. Aussi, en matière de thyroïde auto-immune, il y a des algorithmes qui ont permis de diagnostiquer la thyroïde d'Hashimoto sans biologie, à partir des images échographiques, et aussi de prédire le délai de l'hypothyroïdie à partir des images échographiques, et aussi prédire la réponse de traitement dans des hyperthyroïdies à partir de l'imagerie. Et aussi, on a des algorithmes qui vont évaluer l'ophtalmopathie basedovienne, qui vont classer, évaluer la gravité et le suivi pour le traitement. Et vous l'imaginez, ça va permettre à l'endocrinologue de choisir le traitement qui est adapté, aussi de suivre le patient. Alors après, en matière aussi de thermoablation, demain on aura, comme l'a dit professeur Al-Khaïwouk, on aura une journée qui est dédiée à la thermoablation. Aussi en matière de thermoablation, qui est quand même un domaine plus ou moins qui est récent, on a l'intelligence artificielle qui va suivre, même si c'est un domaine récent, mais l'intelligence artificielle est là. Et là, on voit la vitesse d'évolution et de développement des algorithmes. On a aussi le logiciel qui va prédire la réduction de ratio, le ratio de réduction de volume de 50% suite à une thermoablation par radiofréquence, et aussi un article et un algorithme pour la thermoablation par microwave aussi. On a un algorithme qui va prédire l'efficacité de cette thermoablation, chose qui va nous aider à sélectionner les patients pour l'une des deux méthodes. Alors, en matière de thyroïde, on a fait un peu le tour. Pour la surrénale, qui dit surrénale dit hyperaldostéronisme. Qu'est-ce qu'on a comme algorithme en matière des hyperaldostéronismes? Bien sûr, je n'ai pas détaillé tous les algorithmes parce qu'on n'a pas le temps. Alors là, on a un algorithme qui va permettre de diagnostiquer l'hyperaldostéronisme à partir des tests biologiques. Mais là, j'ai trouvé cet algorithme qui est intéressant. On peut latéraliser la sécrétion d'aldostérone lorsqu'on a une hyperplasie bilatérale ou bien lorsqu'on a une suspicion de sécrétion latérale. On peut latéraliser grâce à la détection de l'ARN. Parce qu'avant, pour latéraliser, on utilise le cathétérisme. Mais là, il y a un algorithme qui permet de latéraliser. Ce n'est pas encore validé, mais quand même, c'est en cours de validation et d'études. Il va permettre de latéraliser la sécrétion de l'hyperaldostéronisme, sans passer par le cathétérisme. Aussi, il y a un autre algorithme qui va permettre de diagnostiquer l'hyperaldostéronisme au sein des laboratoires en utilisant les tests biologiques, parce que parfois on a des zones qui sont grises, borderline, et c'est là où il y a toute l'utilité de l'intelligence artificielle qui va peut-être par la suite nous permettre de trancher. Alors, le syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing, souvent on le diagnostique par l'inspection, parce que l'endocrinologue, par définition, c'est un excellent clinicien. Souvent, on diagnostique que ce soit des syndromes de Cushing, des acromégales, grâce à l'inspection. Parfois, c'est vrai, on diagnostique suite à des complications. Mais là, le syndrome de Cushing, l'acromégalie, c'est l'inspection. Est-ce que l'intelligence artificielle va mimer l'endocrinologue, même à l'inspection? La réponse, c'est oui. Alors là, on a des algorithmes qui sont développés pour la reconnaissance faciale de syndrome de Cushing. On a aussi des algorithmes qui vont permettre de diagnostiquer le lieu de sécrétion lorsqu'on a un syndrome de Cushing acétage dépendant, pour faire la différence entre l'ectopique ou bien la maladie de Cushing lorsqu'on a une imagerie négative. Alors là, on a des algorithmes qui vont permettre, parce qu'avant on fait le test de freinage fort, mais parfois on a des résultats qui sont un peu contradictoires. Alors là, on a un algorithme qui va peut-être permettre de faire la différence et guider la prise en charge. Le phéochromocytome, restons dans la surrénale, on a des algorithmes qui vont prédire et différencier entre le phéochromocytome et l'adénome lipidique juste à partir de la radiologie, à partir des images scanographiques, alors dans les incidentalomes, sans passer par la biologie. On a des algorithmes qui vont permettre de faire cela, et aussi des algorithmes qui vont prédire l'instabilité hémodynamique en post-opératoire. Et cela va aider bien sûr le clinicien à prévenir ces instabilités, à sélectionner les patients à très haut risque, bien sûr, pour les surveiller de près par la suite. Alors, en matière de gonade et chez la femme, on a des algorithmes qui vont permettre de diagnostiquer et classer le syndrome des ovaires polykystiques, qui est une pathologie très fréquente.
aussi diagnostiquer, avoir les diagnostics différentiels de ce syndrome des ovaires polykystiques et de l'hirsutisme. Aussi, on a un algorithme qui va prédire l'IOP, ou bien l'insuffisance ovarienne primitive, et aussi, lorsqu'on a une fécondation in vitro qui est prévue, on a des algorithmes qui vont prédire la réussite, et c'est à partir des images de l'endomètre et des follicules, on peut prédire justement la réussite de cette fécondation in vitro. Alors chez l'homme, on a des algorithmes qui vont classer la gynécomastie, des algorithmes d'hypogonadisme aussi. Pareil, pour la fécondation in vitro, on a des algorithmes pour sélectionner les spermatozoïdes justement pour réussir cette fécondation in vitro. Et même, on a des algorithmes qui vont prédire la chirurgie. Et là, on a assisté à des chirurgies robotiques. Maintenant, on a même des robots pour la chirurgie. C'est un domaine qui est en voie de développement grâce à cette intelligence artificielle. Alors, on va passer de la surrénale à l'hypophyse. Qui dit hypophyse dit l'acromégalie. Pareil pour le syndrome de Cushing. Est-ce que l'intelligence artificielle va mimer l'œil de l'endocrinologue? Est-ce qu'il va permettre de reconnaître un patient qui a une acromégalie? Oui. Alors, on a le système Acroface qui va permettre une détection précoce de l'acromégalie basée sur l'analyse photographique faciale. Mais attention, l'analyse photographique parce qu'on a fait rentrer des datas, des photos des patients, et là, elle a permis de différencier le pathologique du physiologique à partir des datas qu'on a fait rentrer. Parce que le machine learning, il n'est pas vraiment intelligent. On fait rentrer une data, c'est des mathématiques, c'est des calculs. Après, là, c'est le deep learning lorsqu'on a la reconnaissance. Et cela va permettre une détection précoce de l'acromégalie et peut-être un dépistage sur une population générale. Aussi, dans l'acromégalie, l'intelligence artificielle a permis d'identifier des patients atteints d'acromégalie à partir de l'analyse vocale, à partir des enregistrements vocaux. On peut peut-être suspecter, on ne va pas confirmer le diagnostic, mais au moins chercher une acromégalie grâce à ces enregistrements vocaux. Aussi, dans l'acromégalie, on a des algorithmes qui vont prédire l'indication de la reprise chirurgicale chez ces patients qui ont été opérés, et aussi prédire la mortalité de l'acromégalie suite à des complications. Alors, par rapport aux adénomes hypophysaires, on a aussi des algorithmes qui vont permettre de différencier entre l'adénome et crânio-pharyngiome. On sait que le crânio-pharyngiome a un diagnostic différentiel de l'adénome hypophysaire, et là, on a des algorithmes radiologiques qui vont permettre de faire la différence. Aussi des algorithmes qui vont prédire la réponse à la chirurgie, l'atteinte ophtalmologique, la rémission après la chirurgie et le risque d'hyponatrémie après la chirurgie, et aussi la réponse à la gamma knife s'il y a indication en post-chirurgical. Alors là, on passe au diabète et au métabolisme. On a vu pas mal d'applications ce matin sur le diabète et l'intelligence artificielle, que ce soit en matière de technologie, en matière de pompe, en matière d'application, en matière d'IF, d'insulinothérapie fonctionnelle, de rétinopathie, de pieds diabétiques. Alors pour le diabète, on a des algorithmes qui vont prédire ce diabète type 2, et ça, c'est très important parce que là, ça va permettre de dépister le diabète ou bien de le prédire. Pour le prévenir, on sait très bien que le diabète, c'est un problème de santé mondiale. Alors si on arrive à le prédire, là, on va intensifier la surveillance, on va peut-être essayer de le prévenir. Ici, on a des algorithmes qui vont personnaliser le traitement pour le patient diabétique type 2. Ils vont personnaliser et la nutrition et l'activité physique selon les critères de ce patient, et ça va générer une prescription personnalisée juste pour ce patient. Et rappelez-vous, on a vu le premier article, le Digital Twin, on a vu comme quoi il y avait une nutrition de précision en créant un jumeau de ce patient, et ça a permis de réduire l'hémoglobine glyquée à peu près de 2%. Et bien sûr, on a des algorithmes qui vont permettre une éducation thérapeutique. On l'a vu ce matin, bien sûr, ça ne peut pas remplacer l'endocrinologue en matière d'éducation, mais au moins combler des lacunes. On l'a vu ce matin. Il y a seulement 5% de la population qui ont accès à l'éducation thérapeutique. Alors, si on peut utiliser l'intelligence artificielle au moins pour combler, on ne va pas remplacer à 100%, mais au moins pour combler des lacunes, alors là, ça sera génial. On a des chatbots, c'est-à-dire des applications qui vont parler aux patients, qui vont donner des vidéos et aussi qui vont donner un soutien émotionnel pour les patients diabétiques. Et bien sûr, on a des algorithmes, on l'a vu, pour prédire des complications. On a vu le pied diabétique, on a vu la rétinopathie diabétique. Alors, en résumé, pour le diabète,
La population générale qui n'est pas diabétique, on a des algorithmes pour prédire le diabète et aussi pour gérer les facteurs de risque cardiovasculaire et prévenir le diabète. Pour les personnes qui sont déjà diabétiques, on a des algorithmes pour personnaliser le traitement, que ce soit la nutrition ou bien l'activité physique. Et aussi, pour les patients qui sont diabétiques anciens, on a des algorithmes pour prévenir les complications diabétiques et pour les prédire et les dépister. Alors, en matière d'obésité, l'intelligence artificielle aussi a permis pas mal de choses, notamment l'analyse de l'imagerie de la composition corporelle, un coaching comportemental. On a des chatbots qui vont permettre de coacher les patients avec obésité, bien sûr, tout en donnant, comme le patient diabétique, ça donne aussi des recommandations personnalisées en matière d'activité physique, en matière de nutrition, et ça permet aussi de prédire les complications de l'obésité, chose, bien sûr, qui va aider les cliniciens dans ce domaine. Alors, en matière de nutrition, en intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle la nutrition de précision. Alors, je suis sûre que vous avez entendu parler de cette nutrition de précision. C'est des algorithmes qui vont analyser le patient selon le microbiote intestinal, selon sa génétique, selon l'ADN et selon les facteurs environnementaux et le mode de vie pour générer une prise en charge personnalisée, nutritionnelle de ce patient. Ça va utiliser et le microbiote. Bon, il y a des algorithmes qui utilisent le microbiote, il y a des algorithmes qui vont utiliser la génétique. Alors, pourquoi la génétique? Parce que ça permet aussi de prédire la réponse à certains aliments, la réponse aussi, le catabolisme, comment il est pour ces personnes. Ça, c'est en matière de machine learning, c'est des mathématiques, c'est des calculs. En matière de deep learning, ah oui, je suis à 3 minutes. Alors, deep learning, on a des photos, bien sûr, qu'on analyse à partir, on a vu ce matin les applications, on a des capteurs pour suivre le mouvement, pour manger, des capteurs au niveau des dents, des capteurs au niveau des bras pour suivre le mouvement, des capteurs au niveau des fourchettes. On a même des capteurs chimiques pour détecter le goût de sucre ou bien de certains aliments. Alors, pour la chirurgie bariatrique, pareil, on a des algorithmes qui vont prédire, on l'a vu hier, qui vont prédire la réponse à la chirurgie bariatrique, le pourcentage de perte de poids, et aussi qui va aider au choix de la méthode et au choix des patients, chose bien sûr qui va aider le clinicien pour orienter le choix de la méthode et aussi planifier le suivi. Alors, la question, là, c'est très beau. On a pas mal d'algorithmes, ça va aider l'endocrinologue. Mais est-ce qu'on peut l'appliquer sur notre population marocaine? Là, vous avez remarqué que j'ai mis les drapeaux des pays qui ont généré ces algorithmes. Alors, est-ce qu'on peut appliquer ces données sur notre population marocaine? Prenons comme exemple l'acrophase pour l'acromégalie. Là, on a fait rentrer des datas de quelques nationalités. C'est pas toutes les nationalités. Là, j'ai mis des acteurs de chaque pays. On a fait rentrer des datas, imaginez, un algorithme, on fait rentrer des datas de cet acteur coréen ou bien de Jackie Chan chinois. Est-ce qu'on peut l'appliquer sur un acteur marocain? La réponse, c'est non. On n'a pas les mêmes traits, on n'a pas fait rentrer la même data. Là, nous, Africains, on a des traits qui sont plus prononcés. Du coup, si on fait rentrer notre photo dans cet algorithme, il va l'interpréter comme pathologique. Or, ce n'est pas le cas. Du coup, on doit l'adapter à notre contexte, à nos traits. Ça, c'est en matière de visuel, de reconnaissance faciale. Après, en matière d'éducation thérapeutique, est-ce qu'on peut appliquer ces algorithmes sur notre population? Vous le savez très bien, vous avez éduqué pas mal de patients. Alors, pour atteindre ce patient, il faut parler son langage. Je ne parle pas de langue, parce que pour l'intelligence artificielle, c'est très facile de traduire. Je parle de langage. Et nous, Marocains, on a un langage qui est très spécifique, marocain, africain, maghrébin, on a un langage qui est très spécifique. Et pour atteindre ce patient, il faut parler ce langage. Alors là, les chatbots, ils ne sont pas adaptés. Oui, il y a le chat GPT qu'on veut parler, il peut vous parler en darija arabe, mais je parle de langage, du contexte. La preuve, c'est qu'une série qui a fait, c'est une référence de comédie dans plusieurs pays. Alors personnellement, il n'a aucun effet sur moi, or que c'est une série marocaine contextualisée dans notre contexte, dans notre culture. C'est le contraire. Et je pense que je ne suis pas la seule. Alors là, c'est en matière d'éducation thérapeutique. En matière de nutrition, est-ce qu'on peut appliquer les chatbots? On a vu, heureusement, ce matin, on a vu une application qui est personnalisée, marocaine, qui a pris en charge l'aspect qualitatif. Parce que là, on a une perception qualitative différente au Maroc, parce qu'on a une cuisine qui est diversifiée, heureusement.
mais aussi on a une perception quantitative, parce que là, c'est à l'étranger. Par contre, chez nous, les quantités sont différentes. Alors, lorsqu'on parle de pain, on ne parle pas des petits morceaux. Et là, en fait, la relation du patient marocain avec le pain, il y a un lien étroit. Vous l'avez remarqué pendant les consultations. Lorsqu'on parle du pain, pour le patient diabétique, c'est comme si on parle de quelque chose, il y a un lien qui est étroit. C'est-à-dire, pour le chatbot, lorsqu'il va aborder le sujet de pain, est-ce qu'il va l'aborder comme un autre aliment? Alors, la réponse, c'est non, parce qu'il y a un lien qui est étroit avec cet aliment. Alors là, on a vu qu'il faut adapter ces algorithmes, on ne peut pas les utiliser comme ils sont. Comment adapter ces algorithmes? Alors pour les adapter, d'abord, il faut l'adéquation. Comment ces algorithmes peuvent devenir adéquats? C'est en contextualisant l'algorithme et l'adapter correctement à la population marocaine. Comment? C'est en faisant rentrer une data marocaine. C'est des images pour l'acroface, des images des personnes marocaines. Alors, il faut atténuer les biais, justement, qui sont liés à tout ce qui est photo, tout ce qui est voix. Et l'équité, bien sûr, il faut examiner l'impact sur divers groupes démographiques, ethniques, géographiques. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'endocrinologue? Ce matin, on a répondu à cette question. C'est non. C'est non, elle ne va pas le remplacer. C'est une aide. Alors, elle va donner des informations utiles, mais elle ne va pas le remplacer. Et n'oublions pas que l'algorithme, il est validé, il est surveillé, il est par l'humain. L'humain donne du sens et l'intelligence artificielle donne de la puissance. Alors, là, je vais passer des utilisations, je n'ai pas suffisamment de temps. Alors, pour le système de santé, bien sûr, il y a des bénéfices de l'intelligence artificielle pour améliorer le pronostic, le dépistage, pour atteindre les patients qui sont dans des zones lointaines, notamment en matière d'éducation thérapeutique. Alors, les limites, par contre, c'est, là, on a parlé de confiance, de comportement, de l'empathie. Alors, l'empathie, la question, est-ce que l'humain est vraiment plus empathique que l'intelligence artificielle? Là, je me suis posé cette question. Alors, cette étude montre le contraire. L'intelligence artificielle peut être plus empathique si on l'entraîne par l'intelligence émotionnelle. Et c'est la réponse des patients qui sont atteints de cancer qui ont comparé la réponse des médecins avec la réponse de l'IA. Ils ont trouvé comme quoi l'IA, elle est plus empathique. Du coup, au début, on avait cette arme. Je vais conclure. Alors, les limites, après, c'est l'éthique, c'est la confidentialité. Parce que l'IA, là, on donne des données, même si anonymat, même si on enlève les noms, alors ça reste quand même des données et l'IA peut identifier la personne à partir de ces données. Après, il y a le coût financier, le coût environnemental. C'est pour ça que l'OMS a fixé des règles pour lutter contre ça. Les pièges, alors, il faut éviter la dépendance à un certain moment, comme les pompes. Là, il y a des patients qui sont dépendants des pompes et lorsqu'on la pompe, on a une faille. Si on n'utilise pas l'IA, qu'est-ce qu'on risque? On risque d'être en retard, tout simplement. On doit suivre. On a un domaine de médecine, d'endocrinologue, on doit suivre l'actualité. Alors, si on ne l'utilise pas, on va être en retard. Le patient va être en retard. Le diagnostic va être tardif. Et qui dit diagnostic tardif dit des complications. Alors, l'IA a le potentiel de révolutionner l'endocrinologie en améliorant le pronostic, le diagnostic et aussi le traitement. Il faut l'utiliser pour proposer des traitements personnalisés, mais tout en faisant attention aux limites, notamment à la confidentialité, adopter des algorithmes adaptés pour notre population à nous. Et je vous remercie.